Remettons-nous. Bon, je demande à Mouni de Mas de venir présenter le cas de Madagascar. C'est quoi la situation globale du pays? Comme plan de présentation, je ferai une petite présentation de masse. On va parler de la crise sociopolitique, le contexte et les conséquences. Et en troisième partie, je vais parler des grandes actions entreprises et les rôles que nous avons joués pendant cette crise. Et qu'est-ce que nous pensons faire à l'issue de cette crise en quatre parties au dernier point. Je vais vous partager quelques réponses que nous avons apportées aux quelques questions qui ont été posées dans le cadre de ce panel. Alors, MAS a existé depuis 2004, mais elle n'était formalisée qu'en 2010. Donc, vous savez donc, que quelque part là-dedans, la crise est passée aussi par là. Nous étions aussi 250 membres au départ, et actuellement, à l'heure où nous parlons, nous sommes seulement 16 membres officiels, mais tous sont donc réguliers par rapport à la cotisation et très assidus aux activités de l'association. Et sinon, MAS a été membre du bureau de AFREA pendant le mandat 2009 et 2011. Et actuellement, MAS est membre du conseil d'administration du réseau francophone pour le mandat 2012-2015. Alors, cette crise sociopolitique, ça a commencé, le début c'était en 2006 quand l'ancien président de la transition, actuellement donc, André Radziel, était élu maire de la capitale d'Antananarive. Et il était avec une rude concurrence donc avec un autre candidat présenté par le président de l'époque, Ravalomanana. En fin 2008, il y avait une fermeture des deux chaînes de télévision de M. André Radziel et par le régime en place, et lui a ramé à la population d'Antananarive pour revendiquer la réouverture de ces stations. En mars 2009, il y avait une amplification du mouvement, donc on est descendu dans la rue et le régime a été, en mars 2009, n'est plus en place. Et ça, le régime de transition a commencé là. En décembre 2013 dernier, nous avons fait les élections présidentielles, les premiers et deuxième tours, après des pourparlers donc concluants menés par la SADC. Et depuis le début de cette année, Madagascar revient à l'ordre constitutionnel. Le nouveau président a pris ses fonctions le 25 janvier dernier. Et récemment, donc il y a un mois, le Parlement a été aussi mis en place. Comme conséquence, je vous partage ici quelques chiffres clés de cette crise, que l'économie nationale, qui est déjà très faible, est devenue vraiment vulnérable. Si en 2008, donc avant la crise, le taux de croissance était de 7,1%, là maintenant, donc l'année dernière, il n'est que 2,4%. Il y a des bouleversements d'ordre social, l'appauvrissement généralisé, l'insécurité, etc., qui est grandissante à Madagascar maintenant. Il y a aussi la situation économique, les politiques et environnementales avec le trafic de tout genre dont peut-être vous avez entendu du fameux bois de rose chez nous. Tous les indicateurs sont au rouge. Notre indice de développement humain est 0,483 et ça nous classe au 151e des pays dans le monde. Il y a 76,5% de pauvres à Madagascar maintenant. Et la Banque mondiale annonce que 4 millions de personnes, qu'il y a environ 4 millions de personnes vivant dans la situation de pauvreté en plus par rapport à l'année 2008. Qu'est-ce que MAS a joué alors comme rôle au début de la crise? Donc en 2009, il n'y avait aucune marge de manœuvre, c'était bloqué. On n'a pu rien faire, mais en interne, donc, nous avons fait un renforcement de capacité organisationnelle. Nous avons remobilisé les membres qui étaient encore assidus. On a élu un nouveau bureau. On a cette formalisation en 2010. Il y a une réorganisation interne et un raffinement de notre règlement intérieur. Sinon, on a développé aussi des partenariats avec l'université d'Antananarive
il y avait une prémisse de cours sur le suivi-évaluation dans la filière sociologie, mais cela n'a pas abouti. On a fait aussi un accord avec une société civile nationale œuvrant pour la bonne gouvernance, qui a pris donc notre siège pour le moment. Et on utilise à la fois leur matériel et leur secrétariat. Et on a fait aussi un essai d'élaboration de plans stratégiques, mais c'était encore flou à l'époque et il n'y avait pas de répondant en face, donc on a laissé ça un peu au statu quo. Donc voilà en gros notre situation au début de la crise. Après, en 2013, l'année dernière, on s'est dit on ne va pas rester tout le temps là comme ça, les bras croisés, mais on va bouger, se préparer à la sortie de crise parce qu'il y avait déjà des tractations de SADC et de la SADC qui ont prévisagé une bonne augure donc à l'époque. Et on a mis en place une plateforme en évaluation qui regroupe donc des partenaires techniques et financiers qui sont là, le gouvernement avec la vice-primature chargée de l'économie et du plan, ainsi que l'aménagement du territoire, la décentralisation, et aussi le Centre de recherche économique appliquée de Madagascar. Et on a noté par rapport à cette plateforme en évaluation qu'il y a un peu d'enthousiasme du côté des représentants gouvernementaux. Peut-être que c'est lié aussi à cette situation de, on va pas dire de crise, mais plutôt c'était pas encore favorable pour la bonne gouvernance. Nous avons débattu 4 questions clés au sein de cette plateforme, c'est-à-dire comment mobiliser le gouvernement autour de l'évaluation des politiques publiques, les principaux problèmes de l'effectivité de la fonction évaluation à Madagascar, est-ce qu'on a besoin de mettre en place un standard national en évaluation et peut-on uniformiser les procédures des PTF en matière d'évaluation. Donc ce sont les 4 questions auxquelles donc cette plateforme a essayé de répondre et on a organisé 3 rencontres au cours de l'année 2013 et comme la suite c'est qu'on attend la sortie cette année 2014 pour mieux avancer et trouver des réponses concrètes par rapport à ces questionnements. Fin 2013 et début 2014, MAS s'est engagé à prendre des décisions pour son développement institutionnel et avancer un peu plus dans cette question d'évaluation à Madagascar. Nous, on a fait l'élaboration de plans stratégiques triennal. On a bénéficié d'un soutien du programme de développement rural de la coopération suisse pour le faire. On va organiser aussi des journées malagasy d'évaluation prévues en mai 2014. Je profite ici pour lancer l'invitation qui est offerte à tout le monde. Donc, vous êtes tous invités à venir à Madagascar à ces journées-là. Et il y a aussi le partenariat avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, dans la mise en œuvre d'une initiative financée par IFAL Partners sur le renforcement de capacités des parlements. Et on pense à ces journées malagasy de l'évaluation, donc coïncider l'atelier sur la définition des index de l'institutionnalisation de la fonction évaluation qui va se tenir bien sûr à Madagascar. On a fait aussi un début de négociation avec la nouvelle équipe de la présidence. On a déjà commencé les pourparlers, on a déjà eu un rendez-vous. Et de même avec les futurs présidents des chambres parlementaires, il y a déjà aussi un début de négociation. Quels sont les résultats? C'est qu'on dispose d'un bureau et l'équipe, les membres, qui sont motivés, déterminés à aller de l'avant, avec l'opportunité de pouvoir convaincre, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle équipe dirigeante du pays. On a notre plan stratégique triennal. Il y a déjà certains bailleurs et même des sociétés civiles qui se sont déjà prononcés pour sa mise en œuvre. Sinon, ma associée occupe le poste de vice-président du chapitre national de l'AFCOP en matière de gare. Et ça, on collabore avec la primature. Il y a aussi l'adhésion des partenaires de la plateforme en évaluation que j'ai parlé tout à l'heure.
Et sinon, MAS a bénéficié aussi d'une visibilité accrue à travers le RFE avec le poste de conseil d'administration, avec l'AFRIA à travers cette contribution, surtout avec les sociétés sœurs, et aussi les négociations autour des journées malagasy de l'évaluation, donc aussi bien au niveau national qu'international. Quelles sont nos difficultés? C'est cette remobilisation des membres à la sortie de crise. Déjà, la question d'évaluation est un peu, on va dire, délicate. Les membres, avec la crise, ne se sentent pas encore tellement engagés dans ce sens pour une adhésion. Certains acteurs ne sont pas non plus réceptifs à l'idée de contribuer à la promotion de la fonction de l'évaluation. Par exemple, il y avait cette démarche au niveau de l'université. Il y a certains ministères aussi qui nous ont fermé la porte lorsqu'on les a approchés. Et bien sûr, les ressources que mes collègues ont déjà partagées tout à l'heure, tous les membres de MAS sont des bénévoles. Donc, il y a notre travail à côté de l'investissement aussi au niveau de MAS et les moyens financiers que nous tous éprouvons comme difficulté. Alors, les actions envisagées à l'issue de la sortie de crise. En interne, d'abord, nous pensons œuvrer pour garder une image de qualité et d'efficience aux partenaires ces derniers temps. Donc, MAS commence à prendre une position stratégique à Madagascar et on veut garder cette image-là. On veut favoriser l'adhésion. Vous savez, je pense que MAS est l'une des sociétés, sinon la seule, qui a moins de 50 membres, je crois, parce que on parlait, il y a beaucoup plus de membres, au moins 50 dans des réseaux, dans des sociétés. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout recruter aussi, mais il faut être un peu, on vise aussi sur la qualité des membres. Renforcer le développement organisationnel et on pense recruter un secrétaire exécutif pour prendre tous les dossiers et piloter ça comme il faut. Et renforcer aussi les capacités des membres en interne. C'est nous-mêmes en interne qui allons faire donc notre renforcement de capacité sur la gare, sur l'outcome PIN, la cartographie des résidences, qui est une méthode de planification et de suivi-évaluation basée sur les changements de comportement. Les principes aussi et des guides d'évaluation des principaux PDF, parce que ça c'est une demande forte des membres. La plupart sont on a une majorité de consultants et ils ont demandé que CIMAS peut donc jouer ce rôle d'interface entre les bailleurs et eux, donc les consultants et même des organisations aussi, pour voir donc c'est quoi les normes chez les PNUD, chez l'UNICEF, chez la Banque mondiale, etc. Et en partenariat, donc, la mise en œuvre du plan stratégique va développer les capacités nationales en évaluation. L'autre jour, on a assisté à la présentation de CLIR et là, donc, il y a beaucoup de matière à coopérer avec. Et renforcer les capacités parlementaires en matière d'évaluation des politiques publiques et des actions du gouvernement. Pourquoi pas des échanges interpays pour nos députés. Et on va aussi collaborer avec la société civile pour qu'eux, ils puissent valoriser le suivi et l'évaluation dans la gestion des affaires nationales, pour développer des mécanismes de suivi et évaluation des politiques publiques et pour jouer le rôle d'interpellation sur la base des résultats d'évaluation. Donc ça va déjà au-delà pour la valorisation des résultats. On pense aussi éduquer les médias à s'engager dans leur rôle de relais sur la sensibilisation et l'éducation des citoyens. Et ça, c'est dans cette redevabilité de nos dirigeants vers les citoyens qui les ont mis en place. Donc, à travers la publication des résultats d'évaluation, on va de nouveau voir les universités parce que nous sommes convaincus que si on veut promouvoir une culture d'évaluation, c'est au niveau des écoles, des universités, comme mes collègues l'ont déjà présenté tout à l'heure, qu'il faudrait faire en premier des actions. Par rapport aux questions posées, il y avait quel rôle, responsabilité
qui incombe aux sociétés nationales d'évaluation dans les situations de crise. Est-ce qu'on est acteur, est-ce qu'on est victime ou juste des observateurs passifs? MAS pense qu'il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent pour faire avancer la fonction évaluation et promouvoir la culture de l'évaluation. En fait, dans notre cas, par exemple, on s'est dit, allons monter la plateforme en évaluation, déjà pour discuter de ce thème. Et il faudrait aussi éviter de se faire étiqueter politiquement par les protagonistes de la crise et se préparer à agir vite, donc être plus proactif donc, dès la sortie de la crise pour profiter de la perméabilité des nouveaux dirigeants, nouvelles idées. Et c'est un peu dans ce sens aussi que nous, on veut tenir les journées malagasy de l'évaluation avec cet atelier international d'indexation de l'institutionnalisation, parce que le nouveau président, le nouveau Parlement Madagascar ne sont pas encore, on va dire, contaminés par le pouvoir. Donc, ils sont quelque part perméables à de nouvelles idées. Et c'est un peu aussi comment dire, une façon aussi pour eux, une occasion pour se positionner donc, par rapport à leur politique dans le pays. La deuxième question, c'était est-ce que les sociétés nationales disposent d'une marge de manœuvre où elles ont pu apporter des contributions dans la résolution de la crise? Là, dans notre cas, c'est très peu de marge de manœuvre, car il y avait la récupération politique qui était là, présente, et on n'a pas pu faire grand-chose. Mais on pourrait aussi agir en concert avec des initiatives des PTF, et en faisant attention quand même de se démarquer, parce qu'il y a certains PTF qui prennent des positions et ça risquerait de ternir notre image. Et sinon, s'allier aux organisations de société civile, de plaidoyer, d'interpellation pour dénoncer des pratiques flagrantes de mauvaise gouvernance et s'assurer que ces dénonciations se basent sur des évidences irréfutables. Comme Lérène a dit tout à l'heure, ce n'est pas des opinions, mais c'est des données réelles. La troisième question, c'est, on espère bientôt sortir de la crise, qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer à la reconstruction du pays? C'est se préparer, planifier les approches et actions à entreprendre. Par exemple, la redynamisation de la fonction évaluation, se faire des alliés aussi dans la tâche de promotion. Là, donc, nous avons identifié des sociétés civiles, des individus aussi qui sont dans le nouveau gouvernement, dans le nouveau Parlement et au niveau de la présidence, par exemple, pour faire passer facilement nos messages. C'est ça, il faut convaincre donc les nouveaux décideurs à acheter l'évaluation comme outil d'aide à la décision. Donc là derrière, il y a toute une activité de marketing. Identifier et prioriser aussi les cibles des actions à entreprendre et les impliquer progressivement. Donc on a fait une liste, mais on va prioriser dans un premier temps et déterminer ensemble avec toutes les parties prenantes et de manière participative donc les objectifs communs et le mécanisme de suivi des avancées donc, dans cette démarche qu'on va faire. La quatrième question, c'est quels sont les impacts de la crise dans la vie des sociétés nationales? Bien sûr, comme j'ai dit au début, il y a eu un effritement, une démobilisation et des fois même des sécessions pour des raisons de divergence politique. On n'avait pas d'interlocuteur, on avait l'impression de prêcher dans le désert. Lorsqu'on a mis en place la plateforme en évaluation, pour certains acteurs qui n'étaient pas du tout aptes à nous recevoir. Et même les PTF, même s'ils sont PTF, quelque part, ils sont incapables d'agir. Et on a remarqué aussi un certain autisme du pouvoir en place par rapport à cela. La cinquième question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, quelle contribution pour asseoir la fonction évaluation au niveau national et éviter d'autres crises dans le futur. Il faut faire
un plaidoyer convaincre les nouveaux dirigeants de la nécessité d'utiliser à bon escient les évaluations pour prendre les meilleures décisions. Et cela, c'est basé sur des évidences probantes. Donc, il y a un travail assez conséquent donc, pour fournir ces évidences. Il faut renforcer le Parlement et les divers organes de contrôle à s'appliquer, à jouer leur rôle et à l'évaluation des actions du pouvoir exécutif. Et aussi dans l'application des normes et standards qui s'ils existent donc dans les pays.